d'accord, mais donc le webinaire va être enregistré, donc vous devez marquer votre accord, hein, et il sera bientôt mis sur le site du programme Tetrae qui va être mis en place avant la fin du mois. Donc tous les webinaires seront enregistrés et des PowerPoint également seront sur le site web de Tetrae. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Aujourd'hui, donc c'est le deuxième webinaire de Tetrae. Le premier était mi-septembre sur la notion d'impact. Et donc aujourd'hui, on passe à un autre concept qui nous paraît important pour le webinaire, donc le concept d'innovation ouverte et de Living Lab. Donc voilà, donc quels sont juste 2 minutes pour rappeler les objectifs des webinaires Tetrae. L'idée, c'est vraiment de travailler ces concepts clés qui structurent le programme, à la fois dans son orientation scientifique, mais aussi dans sa démarche et ses méthodologies, hein, puisque l'idée, c'était d'avancer sur ces deux points de vue, sur ces deux dimensions, je dirais, des programmes par rapport au programme précédent. Donc, par rapport à l'orientation scientifique, ce qui est important pour nous, c'est déjà cette approche en termes de nexus, avec l'idée d'articulation à la fois de cette nécessité d'articuler à la fois les problématiques agricoles, alimentaires et environnementales, en intégrant la santé des écosystèmes et la santé humaine. Donc, ce nexus, ce sera l'objet, cette approche nexus, elle est quand même assez centrale dans le programme et ça sera l'objet du prochain webinaire qui aura lieu donc le 18 octobre avec Michel Duru. L'orientation scientifique, elle est aussi basée sur l'importance de l'échelon territorial comme niveau privilégié pour produire des connaissances répondant aux enjeux de transition des systèmes. Donc, on a aussi cette thématique qu'il faudrait qu'on instruise dans un prochain séminaire, ce lien entre transition et territoire. Donc l'idée, c'est également de travailler la démarche, hein, nos évolutions, nos changements dans la démarche et les méthodologies à mettre en œuvre dans les programmes de recherche en partenariat. C'est à la fois l'idée de co-construction et de penser le chemin d'impact. C'était l'objet, cette notion d'impact, c'était l'objet du premier séminaire qui a été porté par Pierre-Benoît Joly, et donc aussi également dans la démarche des nouvelles méthodes de la recherche, c'est travailler cette question d'innovation ouverte et d'agro-living lab. Voilà, donc l'objectif, c'est de partager ces références et d'essayer de co-construire une vision commune autour de ces concepts clés, de ces démarches et des démarches de recherche. Et c'est aussi d'aider évidemment à la construction des projets parce que ce sont quand même des approches nouvelles dans la conduite des recherches en partenariat au sein d'INRAE. Donc c'est vraiment essayer de travailler ensemble sur la construction de ces nouvelles approches, mais travailler également à la réussite des projets puisque ce sont des points clés qui vont rentrer dans les critères d'évaluation et donc qui vont entrer dans les critères d'évaluation par le conseil scientifique, notamment des projets que vous allez soumettre. Donc voilà, donc c'est des objectifs qui sont importants donc pour ces webinaires. Donc. Alors, on a eu le premier webinaire avec Pierre-Benoît Joly sur la notion d'impact, le deuxième avec Alain, donc aujourd'hui on va en parler, et le troisième, donc c'est Michel Duru le 18 octobre. Et le prochain après, transition et territoire, qu'il faut encore qu'on instruise. Avec si possible une intervenante, parce que ça fait beaucoup d'intervenants, je suis avec Fred, il faut trouver une chercheuse pour travailler sur cette question-là de transition et territoire. Voilà, donc ce webinaire 2 donc, est orienté vers cette thématique, innovation ouverte et agro-living lab, les concepts et quelle opérationnalité pour la recherche en partenariat. Donc on a invité Alain Rallet, donc, qui est professeur à Paris-Saclay, à l'université Paris-Saclay, qui est économiste,
mais avec une approche largement interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. Euh, Ces travaux donc, portent sur les thématiques de l'innovation. C'est un spécialiste de l'innovation et de l'économie régionale. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur la question des formes territoriales de l'innovation, les clusters, les pôles de compétitivité, les technopoles, etc., les milieux innovateurs. Et il a aussi travaillé, il travaille aussi actuellement sur la dimension territoriale de la transition numérique. Et comment cela joue notamment sur la mobilité des acteurs. C'est vrai, Alain, c'est vraiment ta thématique, une de tes thématiques préférées actuellement. Et donc, on sait bien que tout le monde, les chercheurs qui travaillent à l'économie spatiale, territoriale ou régionale, savent bien les productions d'Alain et notamment ses apports clés sur le rôle des proximités dans l'innovation, des proximités à la fois spatiales et organisationnelles sur les performances à l'innovation et les dynamiques à l'innovation des acteurs. Alors, ce qui est très important aussi, en dernier lieu, c'est son expérience PSDR. C'est vrai que PSDR, c'est le programme de recherche pour et sur le développement régional. C'est un programme de recherche en partenariat avec les régions qui était l'ancêtre très récent, puisque le dernier PSDR s'est terminé en fin d'année dernière. Donc, Alain a beaucoup participé aux dynamiques PSR et il a été notamment membre du conseil scientifique pendant plusieurs générations. Donc, c'est très important, notamment pour comprendre la transition entre les programmes précédents et le programme actuel TETRAE. Travailler ces continuités et aussi ces changements qu'on essaie aujourd'hui donc de partager. Voilà, donc je vais arrêter mon PowerPoint. Alain, tu peux faire monter le tien. Et donc, hop. Et je laisse la parole à Alain donc, sur cette question d'innovation ouverte et d'Agro-Living Lab. Donc, il y aura deux parties, une partie un peu conceptuelle et une partie plus appliquée sur les programmes TETRAE. Comment on peut mobiliser ces concepts dans la construction de vos projets. Et l'idée, c'est normalement, on a prévu 2 heures, mais on pense qu'1 h 30, ça serait peut-être plus interactif. Donc, essayez de poser vos questions sur le chat pour que ça soit plus interactif, je dirais. Et si on dépasse 1 h 30, mais on n'ira pas plus loin que 2 heures. Donc, on va essayer de donner une formule 1 h 30 au webinaire, parce que 2 heures, on trouve que c'est relativement tard. Et 17 h 30 paraît pour beaucoup d'entre vous un seuil à ne pas dépasser, notamment pour aller chercher les enfants à l'école. Donc voilà, je laisse la parole à Alain. Écran partagé, Alain. Tu mets le son également. Jiao, peut-être, voilà. C'est bon là? Très bien. Vous m'entendez? Ok. Ouais. Donc, écran partagé, tu fais monter ton PowerPoint. D'accord. Il a dû... Sinon, je peux le faire, hein, je vais aussi. Ah non, mais... Voilà, très bien. C'est bon là. Oui. Tu le mets en... Ouais, très bien, parfait. Voilà. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de répondre à la commande que vous voyez inscrite dans le titre ici, Innovation ouverte et Agro-Living Lab, concept et opérationnalité pour la recherche en partenariat. Donc, je vais essayer de tenir les deux aspects, les concepts, notamment un rappel de concept pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces notions d'innovation ouverte et de Living Lab. Et puis, j'essaierai d'en tirer quelques conclusions, quelques enseignements pour les projets TETRAE. Donc, en fait, je vais commencer par le concept central d'innovation ouverte, qui, à mon avis, qui est le concept principal, les Living Lab n'étant, à mon sens, qu'une notion un peu dérivée, finalement, qui indique, une notion assez floue d'ailleurs par ailleurs, qui indique beaucoup plus un état d'esprit et voire une méthode d'application de certaines formes d'innovation ouverte. Alors, je rappelais ces notions, notamment celle d'innovation ouverte, à travers la genèse de cette notion, de ces différentes dimensions, sans me focaliser uniquement sur la dernière période.
Et donc, j'essaierai d'en tirer quelques conclusions pour les projets TETRAE, qui donc sont des modes de production et de valorisation de connaissances scientifiques. Alors, l'innovation ouverte, je rappelle ou j'apprends à certains peut-être que c'est une notion qui a été introduite et habilement marketée par un chercheur qui s'appelle Henry Chesbrough, avec un article qui date de 2003 et donc un succès très important, puisque là on note 23 000 publications dans Google Scholar depuis cette époque. Alors c'est une notion qui peut paraître un peu curieuse, hein, moi qui m'a paru toujours un peu curieuse, parce que l'innovation a toujours été ouverte par nature en fait, et les entreprises ont toujours fait de l'innovation ouverte, comme Monsieur Jourdain faisait de la pro sans savoir. En effet, la dialectique de l'ouverture et de la fermeture, en fait, c'est une dialectique qui est inhérente à tout projet d'innovation, à toute innovation. D'ailleurs, on le voit dans les brevets, puisqu'un brevet, qu'est-ce que c'est? C'est l'arbitrage entre une protection, mais également une diffusion des connaissances, le brevet n'ayant pas pour vocation de stopper la diffusion des connaissances, mais au contraire de la faciliter. Simplement, les formes, disons, d'ouverture ont changé dans le temps, et c'est ce que je vais un peu présenter en indiquant que pour moi, les différents stades, en fait, ne s'annulent pas les uns les autres, et finalement, on peut en tirer des enseignements pour chaque période. Alors, l'innovation ouverte, selon Chesbrough, si on se réfère à son article de 2003, qualifie ça même de nouveau paradigme. Bon, je pense qu'il y a 3 idées principales qui sont dans son papier, sur lesquelles je vais revenir brièvement. C'est l'idée que l'innovation peut être à la fois d'une dynamique de l'intérieur de l'entreprise vers l'extérieur, ou au contraire de l'extérieur vers l'intérieur. Deuxième idée, c'est le fait qu'il faut introduire, inventer, imaginer des business models qui sont adaptés à cette dynamique de l'innovation. Et en fin de compte, un troisième point qui n'est pas négligeable, qui est que c'est finalement une rupture culturelle au sein des entreprises. Alors, je vais revenir brièvement sur chacun de ces points. Donc, l'innovation inside out, outside in, bringing outside inside et bringing inside outside, c'est les deux mouvements. Donc, c'est la capacité des firmes à exploiter leurs idées à l'extérieur, de les valoriser à l'extérieur avec des processus différents qui sont indiqués ici, ou au contraire, à exploiter des idées qui sont extérieures à l'entreprise, d'origine externe à l'entreprise. Et là, on donne souvent l'exemple des big pharma qui finalement passent leur temps à racheter des startups et leur activité de recherche et développement, en tout cas, est beaucoup moins importante qu'autrefois. Donc, c'est l'idée d'une porosité des frontières de la firme en matière d'innovation, pas s'arrêter aux frontières de la firme, et en fait, tout simplement que c'est le produit d'une division du travail de plus en plus sophistiquée dans la sphère de l'innovation. Alors, les business models, un tout petit mot là-dessus, bien que, alors là, il y a eu une très grande littérature à la suite du papier de Chesbrough sur cette question, avec finalement des recherches qui développent un concept assez large de business model, en fait, qui confronte ça finalement avec l'organisation. Donc, c'est l'idée qu'il faut restructurer l'organisation, restructurer ses procédures d'innovation pour profiter des connaissances externes. Sinon, voilà, on n'est pas capable de le faire. Et au sens un peu plus étroit, alors de vrais modèles économiques, ce sont tous les problèmes que pose l'innovation ouverte sur la question de la valorisation de l'innovation sur le marché et de la capacité à capter la valeur qui est dégagée par cette innovation, avec des problèmes notamment sur la question de la propriété intellectuelle, du partage de la propriété intellectuelle. Alors, troisième point, ça je pense que c'est un enseignement important aussi pour les projets TETRAE, c'est une rupture culturelle, c'est-à-dire que auparavant, l'innovation finalement est marquée par le sceau de la protection. On cherche à protéger les connaissances qu'on a,
brevet, c'est une méthode de protection, mais aussi le secret. Et puis, on essaie également de recruter les meilleurs pour avoir les meilleurs au sein de l'organisation, etc. Là, il s'agit en fait d'une problématique tout à fait inverse, puisque on est invité à relâcher le contrôle sur les connaissances, donc en permettant à ce que ces connaissances se diffusent à l'extérieur de l'entreprise, par exemple. La volonté de contrôle va aussi se relâcher sur la nécessité de recruter les meilleurs, parce que finalement, les meilleurs peuvent être ailleurs et qu'on peut coopérer avec eux et donc développer une forme d'intelligence collective avec eux. Et puis, il ne faut pas essayer de dérouiller ex ante la propriété intellectuelle, parce qu'on se ferme des portes, on se ferme des opportunités. Voilà. Donc, pour tout ça, il faut changer les méthodes de travail, il faut changer les procédures d'innovation et finalement, on va voir que ça va s'appliquer également aux projets portant sur la production de connaissances et de valorisation de connaissances scientifiques. Alors, on pourrait dire que l'innovation ouverte, c'est finalement une dialectique de l'ouvert et du fermé, avec des questions qui se posent. J'en ai cité un principal. Alors, pourquoi on ouvre finalement? Qu'est-ce qu'on ouvre? Avec qui? Quelles sont les formes de l'ouverture? Parce que ces formes de l'ouverture peuvent considérablement varier. Et comment on gouverne quel est le système de gouvernance de cette ouverture? Alors, les enseignements qu'on peut tirer de l'histoire. Alors, pour moi, l'innovation ouverte, c'est pas simplement Chesebro, en fait, la dernière période. Pour moi, l'innovation ouverte, c'est tout un long processus que je ferai d'ailleurs remonter même aux années 60 et 70, jusqu'à maintenant, donc l'innovation ouverte de Chesebro. Moi, je distingue trois stades qui persistent encore aujourd'hui. Donc, les pratiques correspondantes ne sont pas du tout obsolètes. Première période, c'est ce qu'on appelait la diffusion des technologies, même le transfert de technologies, une pratique de diffusion. La deuxième période, les années 80-2000, disons, c'est l'innovation en réseau, les réseaux d'innovation. Et puis une troisième période, c'est l'innovation ouverte, sur laquelle je vais revenir ensuite. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qui est emblématique de chacune de ces périodes. Bon. Dans la problématique de diffusion des technologies, en fait, on est dans un schéma linéaire, finalement, d'innovation, où on part de la conception pour arriver jusqu'à la diffusion de l'innovation de procédés ou de produits sur le marché. Donc, c'est l'image même de la chaîne de valeur, une séquence linéaire, une succession de différentes phases. Et on est dans une logique d'émetteur et de récepteur. Donc, il y a quelqu'un qui émet et l'autre qui reçoit. C'est très important, notamment en matière de formation et de transmission des savoirs. Et le maître mot dans cette période, c'est la capacité d'absorption, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de diffuser des technologies, des connaissances, il faut aussi que le récepteur ait la capacité de les absorber, ce qui n'est pas du tout, tout à fait toujours le cas. Alors, ce qui m'intéresse dans cette première phase, c'est qu'en fait, on a déjà deux modes d'ouverture de l'intérieur de cette problématique de la diffusion. Il y a une première problématique qui a consisté à finalement organiser une rupture de ce schéma linéaire d'innovation en disant il faut organiser des boucles de rétroaction entre les différentes fonctions, entre les différents stades de l'innovation, et notamment, il ne faut pas s'interdire à partir des besoins du marché pour imaginer l'innovation et ensuite remonter jusqu'aux phases de conception. Donc, c'est une sorte de marketing qui dicte sa loi aux concepteurs et aux ingénieurs. Et donc, ça introduit une problématique qui est bien connue aujourd'hui, qui est la problématique ou bien l'innovation est tirée par la demande, ou bien elle est tirée par la technologie, et en vérité, c'est une interaction entre les deux. Et puis, une deuxième ouverture, alors là, qui est vraiment très importante, qui est l'ouverture aux end-users, c'est-à-dire aux utilisateurs finaux, notamment par Phone Apple,
Alors ça s'appelle aussi innovation ascendante. Donc la thèse, c'est que l'innovation, en fait, part dans certains cas des utilisateurs. Il donnait l'exemple, en fait, à l'époque des instruments d'expérimentation scientifique qui étaient mis au point par des utilisateurs, et ensuite on avait des petites entreprises qui faisaient l'ingénierie, et puis ensuite on avait des grandes entreprises qui récupéraient l'innovation pour la mettre sur le marché. Et ce qui est très important en fait dans cette user innovation, c'est que la relation, elle est principalement entre des industriels. Hein. Les exemples de Phonipel, c'était ça, c'était une relation entre des entreprises et puis d'autres entreprises qui mettent au point donc un dispositif. Voilà. Alors ensuite, ça a été étendu au consommateur, à l'utilisateur final, et puis ça a donné jusqu'au fameux Fab Lab en fait que vous connaissez. Alors le deuxième stade d'innovation au réseau, là, ce qui est intéressant en fait dans ce stade, c'est que qui apparaît en fait dans les années 2000, et c'est tout à fait contemporain du fameux schéma de Lisbonne, européen de Lisbonne, c'est une problématique en termes de connaissances explicites. Donc, pourquoi il faut se mettre en réseau? Bien parce qu'on n'a pas toutes les connaissances. L'innovation sur des connaissances, on n'a pas toutes les connaissances, et donc il faut partager les connaissances. Et là, on va construire des partenariats pour des alliances, des consortiums, pour organiser ces échanges de connaissances entre les différents partenaires. Donc là, on a donc une image, l'image d'innovation, disons, organiser dans un cadre horizontal de partenariat plutôt que dans le cas du schéma vertical de la diffusion des technologies qui part d'un émetteur jusqu'à un récepteur. Bon, j'insiste pas là-dessus parce que vous connaissez tous notamment la forme spatiale qu'on a donnée à cette innovation réseau, qui ont été les systèmes nationaux d'innovation ou locaux d'innovation, les clusters, les pôles de compétitivité, etc., etc. Alors, la question qu'on peut se poser, après avoir retracé un peu cette genèse de l'innovation ouverte, c'est qu'est-ce qu'ajoute l'innovation ouverte de Chesbrough à l'innovation qui est déjà ouverte en quelque sorte, bon, notamment dans sa deuxième phase, la phase des réseaux d'innovation. Alors je dirais trois choses, moi. Je pense qu'il y a trois choses qui distinguent la période actuelle. La première, c'est que l'innovation doit maintenant s'inscrire, elle n'est plus simplement conçue pour elle-même, pour améliorer un dispositif technique ou pour améliorer des produits, mais elle doit en même temps satisfaire à des exigences plus vastes qui sont dictées par des transformations importantes de la société et de l'économie, qu'on appelle aujourd'hui des transitions. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la transformation écosystémique des chaînes de valeur. En gros, la chaîne de valeur habituelle, la chaîne linéaire, elle est remplacée par des écosystèmes dans des organisations beaucoup plus complexes. Et en fin de compte, et le troisième point, c'est l'irruption d'acteurs qui n'étaient pas pris en compte auparavant. La formule est importante parce que je vais y revenir. Brièvement sur chacun de ces points, donc l'innovation qui est sous injonction, sous prescription sociale, je dirais, c'est qu'elle doit donc s'inscrire dans ces transitions. Il faut donc imaginer de nouveaux modèles de production et de consommation. Il ne s'agit pas simplement de faire des innovations dans la continuité de ce qui se faisait avant. Et là, point important, il y a un changement des cadres de référence, il y a un changement des référentiels, il y a un changement des perspectives. Et là, donc, on doit, c'est ça la difficulté actuelle, je pense qu'on doit innover, mettre au point des procédés, des produits, tout en changeant les référentiels de ces innovations. Donc là, il y a de quoi désorienter ou troubler les acteurs, parce que c'est pas facile de tenir les deux choses en même temps, c'est-à-dire de changer le cadre de pensée de l'innovation en même temps qu'on travaille sur l'innovation comme objet. La mobilisation de nouveaux acteurs. Alors, elle était déjà engagée avec la user innovation de Phonipel. Les end users, ça date de Phonipel.
Et là, on voit que chez lui, il y avait déjà deux formes possibles. Il y avait une forme à minima qui était finalement que les utilisateurs finaux testent les produits et puis on voit comment ils réagissent et on modifie donc les produits. Et puis, il y a une forme plus ambitieuse qui était la co-création, c'est ce qu'on a appelé donc l'innovation collaborative, où le end-user est associé beaucoup plus en amont à la conception de l'innovation elle-même et à son déroulement. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette problématique, finalement, du end-user, elle est élargie à des acteurs qui n'étaient pas pris en compte auparavant et qui peuvent être de nature extrêmement variée. Je pense d'abord aux acteurs d'autres secteurs, parce que auparavant, la problématique de l'innovation était très sectorisée, finalement. On raisonnait dans le cadre d'un secteur, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, mais on ne concevait pas forcément l'innovation en articulation avec des acteurs d'autres secteurs. Et aujourd'hui, c'est le fameux nexus dont que rappelait Daniel tout à l'heure, ben voilà, on doit tenir compte aussi des aspects nutrition, santé, environnement, numérique, distribution, tourisme, etc. Et donc là, il est nécessaire d'introduire ces acteurs d'autres secteurs dans le processus. Et puis on a, par ailleurs, de manière plus informelle, des groupements professionnels qui sont aussi intéressés, des communautés de savoir ou qui se forment autour de la solution à apporter à un problème, par exemple, et puis des associations de consommateurs, de patients, qui jouent d'ailleurs un grand rôle dans le domaine de la santé, et puis aussi des associations citoyennes, environnementales. Donc on a une variété d'acteurs qui doivent être pris en compte et qui ne l'étaient pas auparavant. Alors, je noterai notamment à ce propos quand même la différence entre deux choses. Il y a d'une part l'incorporation des end-users, des utilisateurs finaux, et puis l'incorporation d'acteurs transversaux. Je pense qu'il faut bien voir que ces deux choses sont un peu différentes, elles se recouvrent en partie, et on ne peut pas les assimiler complètement. Par exemple, il y a les end-users ne sont pas forcément des individus citoyens ou des consommateurs comme on le postule dans la plupart des papiers de la littérature. Le end-user, ça peut être aussi l'acteur d'un autre secteur, finalement, c'est-à-dire que la relation va s'établir entre une institution, un organisme de l'agroalimentaire, et puis, par exemple, une entreprise ou un organisme d'un autre secteur, comme le secteur de la nutrition ou le secteur de la santé. Donc, le end-user n'est pas forcément l'utilisateur ultime dans l'esprit des gens, qui est l'individu citoyen ou le consommateur. Voilà, donc je crois qu'il faut donc bien voir ces deux aspects, donc l'aspect end-user et puis l'aspect également acteurs transversaux, la nécessité d'introduire des acteurs transversaux. Il faut bien réfléchir à l'articulation de ces deux problématiques. Parce que sinon, je trouve que le danger aujourd'hui, c'est finalement d'avoir une vision de l'end-user qui serait le consommateur ou le citoyen ultime. Et alors, l'innovation ouverte, ça consisterait finalement à créer des Fab Labs. En fait, en gros, c'est ça, c'est l'image du Fab Lab qui serait la figure obligée de l'innovation ouverte, où là, on a effectivement des citoyens ou des consommateurs qui vont bricoler, faire de la science ouverte, etc. Je crois qu'on peut avoir des visions plus, je dirais, industrielles, entre guillemets, de l'innovation ouverte que celle-là. La nature écosystémique de l'innovation, c'est-à-dire le fait qu'on a finalement, puisqu'on prend en compte des acteurs transversaux ou des acteurs qui n'étaient pas pris en compte auparavant, on a forcément des ensembles beaucoup plus hétérogènes. Et ça crée un problème, puisque finalement on doit faire coopérer des acteurs qui sont dans des logiques différentes, qui ont des représentations différentes, qui appartiennent à des mondes différents, et néanmoins il faut les faire coopérer pour que l'innovation puisse se développer.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'innovation, c'est aussi de résoudre, la capacité à résoudre des problèmes non triviaux de coordination. On a l'habitude de dire l'innovation, c'est la capacité à mettre un produit, un procédé sur le marché. Là, je crois qu'il faut, en raison de l'hétérogénéité des écosystèmes dans lesquels on repense l'innovation, il faut aussi avoir la capacité de résoudre ces problèmes non triviaux de coordination. Alors, je suis à peu près encore dans les temps. Alors, maintenant, les Living Labs, c'est-à-dire comment on passe de l'innovation ouverte au Living Lab. Alors, les Living Labs, comme vous le savez, je pense que vous le savez, il n'y a pas de définition des Living Labs. Donc, on est en quelque sorte assez libre pour en produire une. Alors, je rappellerai d'abord que il faut prendre quelques précautions. Hein. Toute innovation n'est pas de l'innovation ouverte. Loin de là. D'ailleurs, Chesbrough, dans son article de 2003, dit on ne fera jamais de l'innovation ouverte dans l'industrie nucléaire. Et en gros, l'innovation ouverte, ça ne peut pas être plus d'un tiers de l'innovation, enfin, à la louche comme ça. Bon. Et puis, toute innovation ouverte ne prend pas forcément la forme d'un Living Lab. C'est encore autre chose. Alors, ceci étant dit, comment on peut approcher cette question des Living Labs qui a connu une mode relativement importante ces derniers temps. Je me réfère là à des... Bon, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais qui pas forcément d'ailleurs très, très rigoureuse, mais j'ai suivi là, notamment quelques surveys qui ont été développés sur cette question, soit des enquêtes de terrain, finalement, des gens qui ont fait le tour un peu ce qu'on appelait des Living Labs, pour voir un peu ce que c'était, et puis, ou alors d'autres qui ont fait des surveys plus bibliométriques, qui ont essayé d'en tirer quelques conclusions. Mais on s'aperçoit finalement que le Living Lab, c'est quelque chose qui s'autodéfinit, qui se définit lui-même comme étant un Living Lab. La plupart des cas, c'est ça. Et parfois, d'ailleurs, ça s'applique à des formes très anciennes, finalement, d'innovation ouverte, qui ne comportent pas beaucoup de nouveautés, par exemple, qui consiste à tester un produit en bout de chaîne. Et le Living Lab va être défini par sa finalité, en fait. C'est ça qui le définit. Et ces finalités étant extrêmement variables, les expériences sont très variables, très hétérogènes, menées à des échelles qui sont très, très différentes. Moi, j'aurais une définition générique qui consisterait à dire que le Living Lab, c'est une des formes d'expérimentation de l'innovation ouverte. C'est-à-dire qui permet finalement d'appliquer les caractéristiques de l'innovation ouverte. Alors, voici les caractéristiques donc, des Living Labs telles qu'on les trouve dans la littérature. Là. Alors, je les cite un peu pour mémoire, là, vous verrez ensuite plus dans le détail en lisant ces diapos. Première caractéristique, c'est l'approche user-centric, c'est-à-dire centrée sur l'innovateur, en fait, sur le end-user, sachant que le end-user n'est pas forcément, d'ailleurs, le citoyen ou le consommateur. Et donc, on parle beaucoup, d'ailleurs, à ce sujet d'innovation sociale. En fait, finalement, d'avoir une approche user-centric est considérée comme de l'innovation sociale. Alors, là aussi, l'innovation sociale, c'est un mot qui est assez polysémique. Pour moi, innovation sociale, ça veut dire que, en gros, ça veut dire que c'est un processus d'innovation qui cherche à incorporer des acteurs qui n'étaient pas pris en compte auparavant, et ceci dans une démarche collaborative. Je parlerai d'innovation sociale dans ce sens-là. Donc, on a une démarche participative qui est en général d'ailleurs très informelle, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle organisationnel qui correspondrait à ces démarches participatives, et beaucoup de Living Labs fonctionnent de manière très, très informelle. Hein. On peut se demander si ce n'est pas une condition de la créativité. Alors, il y a un aspect également sur lequel les auteurs insistent beaucoup, qui est l'aspect vie réelle.
expérimentation dans des conditions de vie réelles. Alors là, c'est un peu aussi énigmatique cet aspect-là, parce que l'innovation a toujours eu lieu dans des conditions réelles, d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, j'interprète cet aspect vie réelle d'une certaine façon, qui est que dans les formes antérieures d'innovation ouverte, la démarche consistait à faire venir le end-user dans le laboratoire de l'entreprise, dans les conditions du laboratoire de l'entreprise. Alors que dans le Living Lab, on sort du laboratoire de l'entreprise et c'est l'innovation qui elle-même qui crée son propre environnement. C'est l'innovation qui délimite son propre écosystème. Donc, moi, c'est en ce sens-là que j'entends vie réelle. Donc, on n'est plus dans la démarche qui consiste à incorporer un utilisateur dans l'environnement d'une entreprise, d'une organisation, mais c'est l'innovation elle-même qui impose son propre environnement, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes qui doivent être mobilisées pour cette innovation. Voilà. Ensuite, la dimension territoriale qui est adaptée au Living Lab, c'est naturel, c'est notamment une question à la fois de confiance et de transversalité des acteurs qui est plus facile à pratiquer et réunir sur un territoire. Alors voilà, et les travaux montrent qu'à partir de là, il y a une diversité d'expériences. Il y a des show labs où simplement on se contente de faire des expérimentations de démonstrateurs. Il y a des living labs de diffusion technologique, hein, où là, les end-users sont surtout des testeurs. Il y a des living labs d'innovation technologique où il y a effectivement là une co-création et une ingénierie technologique qui se met en place. Il y a des living labs d'innovation collective où finalement l'objectif c'est beaucoup plus de trouver de nouvelles formes organisationnelles de l'innovation. Et là se déploie une ingénierie organisationnelle. Et puis il y a des living labs qui sont plus territoriaux, souvent impulsés par des collectivités locales, des acteurs institutionnels, et qui le pratiquent aussi comme une espèce de marketing de l'innovation. Alors, il y a des questions ouvertes, je les cite simplement parce que je vais maintenant passer, si vous le voulez bien, aux conséquences pour les projets Tetrael. Donc, les questions classiques qui sont posées aujourd'hui, qui ne sont pas du tout résolues, c'est quel système de gouvernance pour ces Living Labs, quelles peuvent être l'implication et la participation des acteurs de l'écosystème, parce que les travaux montrent qu'en fait, dans beaucoup de Living Labs, l'ensemble des acteurs n'est pas mobilisé. Il y a un problème de mobilisation effective des acteurs. Et puis, quel modèle économique? Alors, ça, c'est un problème qui n'est pas du tout résolu, je crois. Alors, je passe maintenant aux implications pour les projets Tetrael. Bon, ça, c'est un ensemble de points de vue. Bon, j'essaie de voir, à partir de ce que j'ai dit, des concepts, voilà, quels enseignants on peut en tirer. Bon, premier point, on applique ça, en fait, pas à l'innovation de procédés ou de produits, on applique ça à un programme de production de connaissances scientifiques qui s'appelle Tetrael. Donc, il ne s'agit pas de construire des living labs, ce que j'ai compris, mais d'être interpellé par cette démarche innovation ouverte Living Lab. Alors, avec une ambiguïté, c'est-à-dire que ça concerne à la fois l'objet de connaissance, c'est-à-dire l'innovation qu'on va étudier, la mise en place de l'innovation en matière de transition agroécologique. Donc, ça concerne l'innovation, parce qu'on va pouvoir être amené à étudier des formes d'innovation ouverte et de Living Lab, et c'est l'aspect sûr, hein, c'est sur cet objet de connaissance, et en même temps, cette démarche s'applique au mode de production et de valorisation des connaissances, voilà, qui est lui aussi impacté par cette démarche d'innovation ouverte. Et c'est ce deuxième aspect qui va, en fait, là m'intéresser.
donc l'aspect comment on fait en fait, hein, c'est pour incorporer cette démarche d'innovation ouverte dans le mode de production et de valorisation des connaissances produites. Voilà. Et je trouve que ça reflète bien la nécessité d'une approche réflexive aujourd'hui, qui est que, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on est obligé de faire évaluer l'analyse d'un objet de connaissance en même temps que le cadre dans lequel on le pense. C'est-à-dire en même temps que les représentations et les pratiques qui permettent de faire cette analyse. Alors, j'en tire quelques implications pour la production et la valorisation des connaissances et la formation. Alors là, c'est carrément des questions, hein. Pas du tout de réponse à ces questions, mais je pense que c'est en même temps vos questions. En matière de production de connaissances, qu'est-ce que ça implique en matière d'agencement partenariaux de la recherche? C'est un point qui est à réfléchir, et en particulier la prise en compte d'acteurs qui n'étaient pas, jusqu'à maintenant, les partenaires naturels des projets dans le domaine de l'agroécologie. Alors, soit des partenaires qui sont plus en aval, hein, des processus d'innovation, ou qui sont transversaux, c'est-à-dire qui relèvent d'autres secteurs. Ça, je pense que c'est un premier point qui est à la fois une difficulté et une tâche, un challenge, enfin, tout à fait intéressant. Sur la valorisation, moi, je dirais que les outils existent. Selon ce que j'ai vu, notamment PSR4, là, il y a des progrès importants qui ont été faits. Hein, ça va du 4 pages traditionnel jusqu'au serious game, en passant par des vidéos très intéressantes et très efficaces. Mais ma question, c'est plutôt comment, dans le domaine de la valorisation, on sort d'une stricte logique d'émetteur-récepteur. C'est-à-dire, il y a une production de connaissances qu'il s'agit en quelque sorte de faire absorber par des partenaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment, si on applique une démarche d'innovation ouverte, ça veut dire certainement une plus grande implication des partenaires dans la conception et l'utilisation des produits de valorisation. C'est-à-dire une intégration plus en amont, en quelque sorte, dès la formulation des projets avec les partenaires, cette question devrait être prise en compte, en fait, dès le départ, alors qu'elle est plutôt de facto, même si on proclame le contraire, de facto, en fait, elle était plutôt vue en bout de chaîne. Hein. Une fois les connaissances produites, comment on les valorise. Je pense que sur la formation, il y a également un enjeu très important. Parce que ça s'est apparu dans un certain nombre de projets, PSR4, les organismes de formation, les formateurs, finalement, ils épousent des routines bien rodées, bien huilées, qui est fondée sur la transmission des savoirs. Donc, entre des sachants et des sachants pas. Or, si on veut développer notamment une plus grande réflexivité des acteurs, je pense que cette réflexivité, elle est appelée par le fait de ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on doit inscrire l'innovation dans des perspectives plus larges, dans des transitions, et que ça bouscule les cadres de représentation, ça bouscule les types de pratiques, et qu'il faut donc réfléchir, en même temps qu'on essaie de résoudre un problème, une solution, il faut aussi réfléchir le cadre dans lequel on pose cette solution. Alors, ça nécessite de la réflexivité, et voilà, comment on introduit cette réflexivité dans les tâches de formation, dans les programmes de formation. Ça, je pense que jusqu'à maintenant, cette question, elle était très largement ressentie, très certainement, mais n'était pas encore pratiquée. Enfin, là aussi, je crois qu'il faut de l'innovation,
et en associant évidemment les formateurs et les organismes de formation à cette question. Enfin, je pense que ça, c'est l'innovation ouverte. Comment transformer les routines de formation? Ensuite, un autre problème, c'est comment traiter l'hétérogénéité des écosystèmes de projet. Ça concerne donc l'écosystème de production et de valorisation des connaissances que représente un projet TITRAE. Alors, cette hétérogénéité était déjà présente dans les projets BSR. Bon, elle n'est pas créée de toutes pièces aujourd'hui, ça c'est clair. Mais je pense qu'elle va être accentuée dans les projets TITRAE si on prend au sérieux des questions comme le nexus, et si lorsqu'on essaie d'intégrer à la fois des acteurs transversaux qui relèvent d'autres secteurs, et puis des acteurs qui sont éventuellement plus en aval finalement des processus, des end-users donc qui sont plus proches finalement de la distribution, voire même de la consommation. Alors là, cette hétérogénéité, comment on la traite? Parce que c'est un obstacle. Qui dit hétérogénéité des acteurs, on dit hétérogénéité de leur représentation. Et un risque d'incohérence des pratiques parce qu'elles ne se réfèrent pas aux mêmes représentations. Donc, il y a un enjeu là qui est comment on fait converger les représentations entre les partenaires d'un projet. Je crois que ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, la capacité à résoudre des problèmes non triviaux de coordination. Je pense que c'est une question qui interpelle aussi les partenaires d'un projet TITRAE. Comment finalement on maintient les différences de représentation, les différences de conception, les différences de point de vue sur des problèmes, comment on les maintient dans une divergence contrôlée, de façon à ce que le dialogue puisse être réel, actif, et ne soit pas simplement formel. Là, on mettrait des acteurs dans le projet, mais finalement, il y aurait une trop grande hétérogénéité qui ferait que ça ne passe pas. Alors, quelle est la méthode pour ça? C'est un problème. Est-ce qu'il faut des ateliers? Est-ce qu'il faut... ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question qui va être remise entre les mains aussi des acteurs eux-mêmes. Alors, et sur la perspective du Living Lab, je terminerai sur ces questions-là. Moi, je ferai 3 recommandations sous le drapeau général qui est d'être pragmatique. 3 recommandations. La première, c'est de limiter l'ambition. Ça peut paraître paradoxal pour des projets de recherche, mais je pense qu'il faut limiter l'ambition. C'est-à-dire que si on veut mettre en place les démarches d'innovation ouverte de Living Lab telles que je les ai définies, dans les modes de production, de valorisation et de formation des connaissances, avec des nouveaux partenaires, je pense qu'il faut quand même limiter la difficulté. Donc, je pense qu'on va essayer peut-être d'expérimenter un des points, mais des nouvelles caractéristiques, mais pas forcément l'ensemble. Ce que j'appelle ici plutôt réussir en reprenant une caractéristique, échouer avec un projet ceinture et bretelles qui correspondrait à une définition relativement fantasmée de ces histoires d'innovation verte et de Living Lab. Voilà. Donc, par exemple, si on introduit déjà un acteur transversal qui relève d'un autre secteur, ou 2, je trouve déjà pas mal. Si on conduit jusqu'au bout la démarche dont je parlais, qui consistait à l'impliquer finalement dans l'effort de réflexivité qui est aujourd'hui nécessaire. Ça, c'est ma première recommandation. La deuxième recommandation, c'est d'avoir là aussi une définition très pragmatique du Living Lab. Finalement, je l'ai dit tout à l'heure, un Living Lab, tout simplement, il n'y a pas de définition générale, il n'y a pas de bon modèle, donc ça se définit par la finalité qu'on lui assigne.
Et cette finalité, elle va être à chaque fois particulière, elle va être très différente d'un projet tétraé à un autre selon la finalité, les questions elles-mêmes que traite le projet. Voilà, donc c'est vous, en quelque sorte, qui définissez cette finalité et cette finalité elle-même va définir les acteurs que vous devez mobiliser, qui sont concernés par cette finalité. Et donc, les acteurs qui vont être sollicités, le fonctionnement même des relations entre les partenaires du projet vont dépendre de la finalité qui est développée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle général. Un autre point aussi qui me semble important, bien avoir en tête peut-être dès le départ, c'est que finalement, la construction d'un living lab, là je mets des guillemets, hein, au sens où je l'ai redéfini, qui est plutôt une démarche, c'est davantage peut-être un output du projet qu'un point de départ. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut viser dans l'accomplissement du projet, qu'on va essayer de faire ça, plutôt que de prétendre partir finalement finalement d'une construction qui serait déjà là pour la mettre en œuvre. Donc, moi, je pense que c'est, compte tenu des difficultés, je pense que c'est plutôt un output vers lequel il faut tendre plutôt qu'une condition de départ. Alors évidemment, il ne faut pas évidemment oublier l'objectif qui est l'output et se contenter simplement de la situation initiale. Voilà, donc ce projet, c'est un objectif, il va s'auto-construire en fait dans une logique de Living Lab. C'est la logique de Living Lab qui va construire elle-même ce qu'on pourrait appeler l'application d'une démarche de Living Lab à un projet tétraé. Parce qu'il faut le temps des apprentissages, il faut le temps de la mise en cohérence des représentations, de l'évolution des pratiques, et ça, c'est pas très facile. Je terminerai par un troisième point, parce que j'en suis à 43 minutes, qui est là plutôt un rappel, c'est qui sont les utilisateurs finaux, qui sont les fameux end-users qu'il s'agit d'incorporer. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du projet. En fait, il n'y a pas de nature a priori d'end-user, ça dépend beaucoup du projet. Le end-user, c'est celui qui va utiliser les connaissances qui résultent du projet. Donc, ça peut être une coopérative, ça peut être un organisme professionnel, ça peut être des conseillers techniques, ça peut être des formateurs. Ça dépend de la cible utilisée par le projet. Et cet end-user, il va être défini donc par la finalité du projet. Et c'est lui qu'il s'agit donc d'incorporer, enfin d'impliquer dans la conception du projet et dans sa mise en œuvre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément ce que je dirais l'utilisateur ultime ou l'utilisateur cible, c'est-à-dire celui qui va finalement utiliser les connaissances sur le terrain, en gros les agriculteurs, des collectifs d'agriculteurs. Parfois, les agriculteurs ou les collectifs d'agriculteurs peuvent être ces end-users dans certains projets. En tout cas, c'était dans le cas déjà dans certains projets du BSR4. Mais le plus souvent, en fait, c'est indirectement qui vont être impliqués par plutôt les organismes de type coopérative, organismes professionnels. Ce qui fait que finalement, on a un écosystème à deux étages qui introduit une difficulté, qui est qu'on a des partenaires directs des projets qui sont donc impliqués au sens où je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on doit saisir de la question finalement de la traduction des résultats du projet auprès des bénéficiaires finaux. Sachant que ces bénéficiaires finaux peuvent être également eux-mêmes très hétérogènes. Donc ça, c'est une question qui, à mon avis, devrait être abordée dans la conception des projets avec les partenaires, comment on va traduire les résultats du projet auprès des bénéficiaires finaux. Et puis, les bénéficiaires finaux, ce que j'appelle les utilisateurs cibles, ils peuvent faire partie de l'écosystème de production de connaissances comme un acteur à part entière, mais
dans certains cas, ils ne le seront pas. Donc, on a finalement une double relation à penser entre les chercheurs et les partenaires directs du projet d'un côté, et d'autre part, entre les partenaires et les agriculteurs, c'est-à-dire comment, finalement, ces connaissances produites vont pouvoir être valorisées auprès des agriculteurs et à quelles conditions et sous quelle forme. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai assez parlé, 46 minutes. Voilà donc les réflexions qui me sont venues à la fois du côté des concepts et comment, qu'est-ce que ça impliquait pour une démarche de projet Tetraed. Merci Alain. Il y a déjà beaucoup de questions dans le chat. Tu prends la main Oui. Oui, donc, merci Alain. Il y a effectivement un certain nombre de questions. J'imagine que le débat va en amener d'autres. Je te les livre au fil de ce qui est arrivé dans le chat. On a une question notamment, donc c'est Claudine Tenaille qui se demande si la question de la démocratie technique, comment cette question est intégrée dans l'approche d'innovation ouverte à la Chessbro. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré? On a une autre question qui porte sur les conditions pour faire perdurer un Living Lab. Est-ce qu'on a pu identifier déjà un certain nombre de conditions de ce type? Et puis, on a une troisième question d'Amélie Gonzalez qui se demande si finalement il y a une compatibilité entre la notion d'innovation ouverte et la notion de diffusion. Est-ce que le fait de parler d'innovation ouverte éradique l'analyse des processus de diffusion ou au contraire, est-ce que cette question de la diffusion se pose quand même dans ce type de dispositif, et notamment elle souligne le fait que les démarches d'innovation sociale ont pour ambition de reproduire les expérimentations et donc de diffuser les expérimentations. Peut-être répondre. On a ces trois questions-là. Peut-être tu peux commencer à répondre, déjà assez riche. Oui. Démocratie technique et innovation ouverte. Dans la vision Fonipel, Fonipel est assez clair. Il n'y a pas cette démocratie technique. C'est-à-dire que la thèse de Fonipel, c'est que ce sont les end-users qui innovent au sens où ils ont des idées, ils bricolent, ils mettent au point des procédés, ils les font connaître. Il y a d'autres innovateurs qui se rallient à ces idées. Et ce sont en fait les entreprises qui vont faire de l'ingénierie technologique. C'est pas l'innovateur, c'est pas le end-user, je veux dire, qui fait cette ingénierie. On n'a pas les capacités. Fonipel, c'est pas un idéaliste. Donc, ce sont les entreprises qui mettent qui réalisent techniquement, en fait, qui mettent en œuvre techniquement l'innovation des end-users. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais en fait, la question de la démocratie technique, c'est plutôt, je dirais, les Living Labs. En fait, c'est plutôt l'époque des Living Labs, où finalement, il y a des problématiques d'open science qui sont développées, d'appropriation par les end-users des savoirs technologiques, etc. Conditions pour faire perdurer un Living Lab, alors là, c'est vraiment une question extrêmement difficile. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire faire perdurer un Living Lab? En fait, un Living Lab, il est quand même défini par une expérimentation. Donc, c'est le temps d'une expérimentation qui peut être plus ou moins long, effectivement. Mais il est quand même très difficile finalement d'institutionnaliser le Living Lab en le pérennisant comme ça un peu au-delà de l'expérimentation qui s'était assignée au départ.
tout ça pour dire que je ne crois pas beaucoup à l'institutionnalisation des Living Labs. Le Living Lab, c'est finalement un état d'esprit, une méthode. Finalement, ça se déploie dans des conditions qui sont quand même relativement informelles. Et c'est pour ça que ce n'est pas toute l'innovation ouverte, parce que l'innovation ouverte, par exemple, à l'époque de réseau, ça suppose un partage de la propriété intellectuelle, que ceci doit être verrouillé dès le départ. Là, non, on est dans des processus informels, on défriche quelque chose, on expérimente de nouvelles idées, voilà. Alors, la stabilité d'un Living Lab, sur le long terme, dépendrait qu'on lui donne une forme institutionnelle. Je pense que ça irait contre la créativité du Living Lab. La compatibilité innovation ouverte diffusion, je pense qu'il y a une compatibilité. Moi, je range la diffusion dans l'innovation ouverte, au sens où, problématique de diffusion, c'est qu'on va faire tester, expérimenter des produits ou des innovations sociales, avec ce fameux problème qui est le passage à l'échelle, c'est-à-dire comment passer de l'expérimentation à un déploiement beaucoup plus important de l'innovation, sachant que ça capote souvent dans ce passage, en fait. D'autres questions, peut-être? Alors, après, il y a une question qui était une question. Ah ben, ça continue à arriver. Donc, on a une question de Daniel Roabin qui demande quelle est la place des décideurs politiques, des élus, dans l'innovation ouverte et dans les Living Labs. Ah. Bah, il peut y avoir deux places. Il y a une place qui est proprement politique au sens où les décideurs vont utiliser le Living Lab, le déploiement d'un Living Lab comme un argument permettant de marketer leur territoire, de faire transformer l'image même de ce territoire. Et ça, je pense, notamment dans les territoires qui sont pas propices forcément à l'innovation. C'est un peu l'enjeu aussi de ces Living Labs, c'est-à-dire c'est de dire que l'innovation peut aussi se déployer dans l'ensemble des territoires à différentes échelles. Je pense que ça, c'est un aspect important. Et là, ça peut être utilisé de manière politique pour faire passer ce message. Puis après, il y a le décideur politique comme acteur lui-même du Living Lab. Bon, alors là, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'expérience dans le domaine-là, sauf une implication. Alors, si dans les Living Labs territoriaux, quand même, on s'aperçoit que l'engagement des collectivités locales est très important. En fait, c'est eux qui constituent ce qu'on appelle, dans le langage des économistes, la firme pivot. L'acteur pivot, parce que c'est lui qui va coordonner l'écosystème. Dans un Living Lab qui va être d'emblée territorial, développé par un acteur institutionnel, c'est clair que lui, il va jouer ce rôle de coordonnateur. Et d'une certaine façon, son rôle est un peu indispensable, je crois. Sinon, la coordination, elle ne se fait pas très facilement. Et tu ne crois pas que cette position pivot vient un peu invalider ce que tu évoquais tout à l'heure en termes de limites de l'institutionnalisation des processus? Non. Non, parce que cet acteur pivot, qui est la collectivité territoriale, peut avoir la sagesse de s'inscrire dans cette démarche Living Lab, sachant que, à mon avis, un des risques pour étouffer toute créativité, c'est vraiment l'institutionnalisation. Il faut que ça reste, dans les surveys qui ont été faits sur les Living Labs, tout le monde souligne que ça reste très largement informel, et ça apparaît comme une condition pour que les acteurs s'impliquent eux-mêmes, etc. Alors,
évidemment, là, il faut supporter aussi l'absence de stabilité, de pérennité. Ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Mais pour que les acteurs s'impliquent vraiment, il faut que ça reste très largement informel. Sinon, on est dans une problématique de réseau d'innovation, où là, on a des partenariats, des conventions qui sont préétablis. Hein, c'est ce que j'appelais sur les réseaux d'innovation, et là, on a des échanges de connaissances entre ces partenaires. L'idée de Living Lab, c'est qu'on dépasse ce stade-là. Et ça, moi, je pense que ça suppose une certaine dose d'informalité. Alors, l'acteur institutionnel peut très bien s'appliquer à lui-même cette démarche de Living Lab. Ok, Daniel, tu voulais poser une question? Oui, je pense que vous pouvez lever la main hein, si vous voulez poser une question également. On n'est pas très nombreux. Il y avait d'autres questions là, mais bon. C'est possible. Oula, il y en a plein. Donc, Oui, moi, j'avais une petite question à poser sur les écosystèmes de projet. Tu disais que l'hétérogénéité des écosystèmes de projet pouvait être un problème à régler et une question vraiment à traiter. Donc, toi, tu parlais des problématiques d'hétérogénéité intra-projet ou interprojet. Oui. C'était intra-projet. D'accord. Parce qu'au niveau interprojet, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes d'hétérogénéité, justement? Ou alors, est-ce que c'est pas en fait, non pas un problème, mais disons une question à régler pour traiter la question de la généricité en fait du programme hein, dans son ensemble? Oui, mais je pense que ça peut être un souci pour la direction nationale. Mais je pense que moi, je pense qu'il faut jouer la carte de l'hétérogénéité des projets. C'est la phase peut-être d'expérimentation qui est nécessaire. On ne sait pas trop finalement ce que ça peut produire, c'est ça le point. Donc, réduire l'hétérogénéité ou la cadenasser un peu, ça serait avoir une idée préconçue de là où on veut aller. Et donc là je pense que ce n'est pas du tout conforme à l'esprit innovation ouverte et Living Lab. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut jouer la carte de l'hétérogénéité. Là. Voilà. Il y aura des projets très, très différents. Voilà. Il y en a qui vont réussir, d'autres moins. Il y en a qui seront peut-être plus traditionnels, d'autres qui seront moins traditionnels. Mais je crois que ça fait partie du jeu, là. D'accord. Justement, c'est ce que je voulais dire, hein, c'est ça, c'est-à-dire que au niveau macro, entre guillemets, interprojet, c'est pas un problème, c'est juste un élément à prendre en compte pour travailler la généricité. Et justement, les formes que tu disais, la méthode, atelier, etc., il faut qu'au niveau global, on ait des formes de communication interprojet de façon à traiter cette hétérogénéité comme une richesse et comme un élément de travail d'une construction de connaissances génériques et transmissibles. Quoi. Donc, alors, il y a d'autres questions. On peut peut-être directement donner la parole aux personnes qui les ont rédigées. Hein. Ça donnera un peu plus de variété des prises de parole. Bernard, tu avais une question? Bernard Tumouret? Moi, je voulais revenir, mais c'est peut-être un peu passé comme débat. C'était sur l'idée que vous évoquiez du fait que derrière la notion de pérennité, il y avait l'idée d'institutionnalisation, mais j'ai l'impression qu'il y a une granularité aussi à observer. C'est-à-dire d'un côté, on a une dynamique qui est d'ailleurs, c'est le terme que vous venez d'utiliser avec Daniel. Vous parlez de projet, donc ce que vous avez évoqué, hein, c'est-à-dire une dynamique qui a une finalité. Et puis de l'autre côté, il y a une dimension d'écosystème qu'on pourrait qualifier de territoriale quand on parle du rôle de l'élu dans la pérennité. Et en fait, il y a une combinatoire dans cette dimension d'ouverture que vous avez décrite qui s'inscrit à l'articulation entre un écosystème et la genèse ou la définition de projet. Et puis tant que j'y suis, je pose une question supplémentaire parce qu'en fait, je suis un peu dans la contradiction par rapport à ce que vous avez évoqué. Moi, je pense qu'il y a un florilège de définition des Living Labs, et y compris dans le monde scientifique et dans des domaines scientifiques de nature différente, notamment les sciences de la gestion aujourd'hui. Et ça participe, entre guillemets, de l'adhésion à une définition
à l'échelle des projets, c'est-à-dire les projets se raccrochent à une sphère de définition. Et puis la deuxième dimension, c'est pour ma part, qui suis un praticien, moi je pense que l'originalité dans les cadres de référence que vous nous avez proposés de ce que sont les Living Labs dans la dynamique de l'innovation ouverte, c'est la volonté combinatoire entre une finalité et une modalité. Et j'en veux pour preuve la façon dont certains académiques en France ont commencé à aborder la question du Living Lab. Je pense à Pecker dans ses premiers écrits. Il a décrit les Living Labs sous l'angle de la modalité, sans parler de finalité. Il est venu en proposant une finalité territoriale. Donc en fait, il y a eu toute une école qui a d'abord décrit les Living Labs par la façon dont on procédait, plus que par la finalité. Donc j'ai la sensation, en tout cas je vous interroge là-dessus, est-ce que justement c'est pas la notion de Living Lab, c'est pas une certaine ambition de finalité combinée avec une certaine ambition de modalité? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Même ça rejoint même ce que vous disiez avant sur la relation entre écosystème et projet. Je pense qu'il y a une très forte interaction entre la finalité et la modalité. La finalité, c'est ce qui va circonscrire. Pour moi, en fait, je pense que c'est la finalité qui crée l'écosystème auquel on va s'intéresser. C'est ce que j'ai essayé de défendre comme idée. L'écosystème ne préexiste pas. Ça correspond à cette démarche qui consiste à dire que l'innovation, c'est elle qui crée l'écosystème et pas l'écosystème, le milieu qui crée l'innovation. Pour faire court et caricaturer un peu les images. Donc, c'est la finalité qui crée l'écosystème et c'est pour ça qu'on a des choses très, très, très différentes, en fait, très, très différentes. Et ça s'articule quand même à une modalité, c'est-à-dire que effectivement, c'est des modes de fonctionnement. Et quand vous décrivez ce qu'avaient fait Pecker et Klein, là, c'est un peu ça. On voit bien que à chaque fois, ils étaient un peu effarés par l'hétérogénéité des expériences qu'ils rencontraient, parce que à chaque fois, c'était différent. Mais en même temps, il y avait des modalités qu'on retrouvait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut parler d'ailleurs de Living Lab ou d'innovation ouverte, c'est parce qu'on va retrouver des caractéristiques qui vont, c'est-à-dire des modes de fonctionnement, des modalités qui vont concerner les différents projets, quelle que soit leur finalité. Ça, je crois que c'est les deux articulés, en fait. Ok, on a une autre question de Christian Duquesnoy. Est-ce que vous... Christian, oui, est-ce que vous voulez... Oui, bonjour. Oui, en fait, c'est un petit peu dans l'ordre d'idée du rapport avec l'institutionnel. Il existe aussi ce qu'on appelle les policy labs, qui sont des lieux d'innovation sur la gouvernance. Et est-ce que vous avez des exemples de fonctionnement conjoint ou coordonné entre Living Lab et Policy Lab? Pas de connaissances particulières là-dessus. Les systèmes qu'est-ce que vous appelez les Policy Labs? Des laboratoires qui ressemblent à des laboratoires ouverts ou à des Living Labs, mais autour d'une finalité qui serait un mode de gouvernance, une évolution de la législation. Oui. C'est-à-dire que tout Living Lab, en fait, pose la question de sa gouvernance. Donc là, il y a des expérimentations à ce niveau-là qui peuvent être aussi extrêmement variées. Et ça rejoint... Souvent, ça rejoint la réflexion sur les communs. C'est-à-dire que finalement, les communs, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une ressource commune, mais c'est bien davantage, c'est défini en fait par l'existence d'un collectif d'acteurs qui décrètent que finalement, la ressource peut être commune. C'est les travaux quand même ça d'Ostrom là-dessus. Et alors là, il y a un raffinement dans la littérature sur le commun, il y a un raffinement sur qu'est-ce que c'est que la gouvernance d'un commun. Il y a des règles de décision, enfin,
je trouve, assez sophistiqué. Ce que je ne sais pas, c'est si les travaux sur les Living Labs ou les polysyllabes là, s'appuient beaucoup sur cette recherche sur les communs qui est largement antérieure, quoi. Mais moi, je pense qu'il y aura un bénéfice justement à croiser les deux approches là-dessus. Merci. Très bien. Alors, après, on a une question de Catherine Vassy sur l'évaluation. Catherine, si tu veux, je te laisse l'exprimer oralement. Oui, merci Frédéric. Ouais, c'était aussi pour vous, je vais peut-être mettre ma vidéo. C'était aussi pour vous aussi, Frédéric et Daniel, en plus d'Alain Rallet. En fait, je me posais la question sur la prise en compte en fait, de l'innovation ouverte en termes d'évaluation dans les projets. Comme vous avez été aussi au conseil scientifique du PSDR, comme cette innovation ouverte, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle évolue tout au long du projet, dans le déroulement, donc il faut une certaine flexibilité. Alors, je me disais peut-être qu'en termes d'évaluation, il faut aussi intégrer ça dans l'évaluation, en fait, par rapport aux différents projets qui seront potentiellement déposés dans Tétrail. Donc voilà, c'était juste cette question que je me posais. Je vais laisser Daniel. Excuse-moi Alain, du coup on peut peut-être coupler avec une question que j'avais laissée un peu de côté volontairement tout à l'heure, celle de Sylvie Benoît. Oui, je veux bien aussi poser la question. Merci Frédéric. Je m'adresse bien sûr à Alain, mais aussi à Frédéric et à Daniel, puisque vous avez une vision, on va dire, panoramique du résultat du programme PSDR 4. Donc, je me demandais si vous aviez pu faire une analyse des différentes méthodes d'innovation ouverte qui ont été mises en place dans le PSDR 4, puisqu'on était déjà à ce moment-là dans une démarche participative. Et est-ce que vous avez identifié des méthodes d'innovation ouverte inédites ou qui auraient mieux fonctionné que d'autres et qui peuvent être considérées comme des démarches d'innovation plus innovantes que d'autres? Innovation innovante. Je peux répondre un tout petit peu avant que Daniel et Fred apportent des réponses plus complètes. Si tu veux répondre à tout, il n'y a pas de problème. Non, sur la question de Catherine, je pense que c'est une bonne question. C'est la question de l'évaluation et comment l'évaluation de la flexibilité peut s'introduire dans l'évaluation des projets, quoi. Moi, je répondrais en disant que le futur conseil scientifique va être lui-même un écosystème d'acteurs avec des représentations différentes et que, à mon avis, un des enjeux, c'est de s'entendre sur la question de savoir des critères, en fait, un peu d'évaluation, alors qui ne doivent pas être des critères très formalisé, parce que sinon ça s'opposerait à cette démarche, mais au moins, en quelle manière, finalement, les projets mettent en œuvre ces nouvelles démarches. Encore dans la production, la valorisation, la formation. Ça, je pense qu'il faudra bien un avis du conseil scientifique là-dessus pour mesurer année après année si, voilà, non pas si les projets vont dans la bonne direction, mais de quelle manière finalement les projets expérimentent de façon différente, dans des voies différentes, et justement comment on peut faire jouer un rôle positif à cette hétérogénéité à travers, par exemple, des fameux groupes transversaux qui existaient au temps de PSDR, là, qui ont peut-être plus porté davantage sur les démarches. Sur la question de Sylvie, à ma connaissance, on n'a pas fait de bilan des programmes PSDR 4 sous l'angle d'innovation ouverte. On n'a pas fait un bilan systématisé. Enfin, bon, il est clair qu'il y avait déjà cette problématique dans certains projets, pas dans tous les projets. Moi, je me souviens d'un projet que j'ai suivi dans la région Occitanie, qui était très intéressant de ce point de vue-là, qui se posait ces questions, notamment la question de la réflexivité auprès des acteurs. Et cette question, elle est au moins
elle a au moins surgi sous la forme de… Mais il y a vraiment des obstacles, il y a vraiment des changements de pratique, des changements de comportement opérés, et on a là-dessus de relatifs échecs. Enfin, c'est difficile, finalement, à faire passer. Je pense qu'au moins en creux, ces questions étaient posées dans les projets PSR4. Certainement, ce qui a amené, entre autres, à déboucher sur les projets, le programme Tétrail. Daniel, tu veux compléter? Oui, moi je suis très à l'écoute de ce que dit Alain, parce qu'en fait on co-construit. Je pense que ce séminaire, c'est aussi une façon de se dire, voilà, notre conception de l'innovation ouverte, c'est une conception en construction ouverte, c'est une démarche, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer, sur lequel il faut que les projets aient une idée, c'est-à-dire qu'ils aient un programme par rapport à ça, mais on ne leur demande pas de créer un Living Lab au départ, etc. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que les membres du conseil scientifique, il y en aura qui sont plus ou moins spécialistes, parce qu'on en aura des spécialistes des Living Lab dans le conseil scientifique, mais ils auront à écouter, en fait, notamment le séminaire d'Alain Rallet et les discussions que nous avons eues aujourd'hui. Et donc, parce que ça fait partie de notre trajectoire collective de construction des projets. Et donc, nos critères, c'est les critères qu'on construit actuellement, notamment aujourd'hui, sur la question des Living Labs. Et donc, c'est un acquis. Je pense que c'est un acquis. Cette vision du Living Lab qu'on a aujourd'hui, on l'a travaillé un petit peu avec Alain, on a interagi un peu sur la façon dont on le voyait dans Tétrail. Et je pense que, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que les porteurs de projets se saisissent et intègrent dans leur projet, mais de manière, comme le disait Alain, de manière pragmatique. Et cette manière pragmatique, elle va rentrer dans l'évaluation des projets et dans les critères du conseil scientifique. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qu'on va discuter au sein du conseil scientifique, que les membres du conseil scientifique vont discuter, mais il faut qu'ils acceptent, entre guillemets, cette vision pragmatique. Je ne sais pas si Frédéric, si tu es OK avec ça. Non, je ne veux pas ajouter grand-chose. Effectivement, il y a eu des tentatives dans différents projets, mais d'ouverture, en fait, via des démarches partenariales qui visaient à impliquer le plus en amont possible et sur les différentes phases de définition du projet, de contribution à la production de connaissances et à la co-élaboration de la valorisation. On a eu ces démarches d'intégration des partenaires, d'intégration des usagers. Oui. Il y a eu aussi des projets qui ont tenté, via les démarches de recherche qui étaient mises en place, d'établir des dialogues entre une diversité d'acteurs sur les territoires. Je pense par exemple à des projets qui ont contribué à l'élaboration des projets alimentaires territoriaux, ou des projets qui ont essayé également de définir des stratégies sur la valorisation des déchets agricoles autour de la méthanisation, mais ce n'était pas des choses qui étaient explicitement orientées sur l'innovation ouverte et la structuration d'un Living Lab. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment de franchir une étape supplémentaire, à la fois en termes comme le disait Alain, de finalité de cette démarche et comment on va organiser le collectif en fonction de cette finalité, et puis aussi d'intégration d'une plus grande diversité d'acteurs territoriaux et notamment la diversité des utilisateurs finaux. Je voudrais ajouter un petit mot. Je trouve qu'il y a une difficulté quand on discute des innovations ouvertes Living Lab. De quoi on parle exactement? Parce qu'on peut parler des formes d'innovation ouverte qu'on va étudier sur le terrain à propos d'une question de transition agroécologique. Donc, forcément, il y a des formes d'innovation ouverte qui se développent aujourd'hui, éventuellement des Living Lab, etc. On va étudier ça. Et en même temps, moi, ce sur quoi j'intervenais, c'était beaucoup plus peut-être sur l'impact d'une démarche Living Lab, sur la façon dont on produit les connaissances, on la valorise, où on développe des politiques de formation.
c'est pas exactement, je parlais de 2 étages, des interactions entre ces 2 étages, parce que ces productions qui sont ainsi produites, elles doivent aussi interagir avec les comportements des utilisateurs, des bénéficiaires finaux. Mais voilà, moi j'ai surtout parlé en fait dans l'application projet de travail de l'aspect quel est l'impact sur la façon dont on va produire, valoriser, former les connaissances avec les partenaires et quels acteurs. C'est-à-dire que cette démarche s'applique aussi à ça, quoi. Et pas simplement à ce qu'on observe sur le terrain au niveau de projets collectifs. Ce qu'on a tendance à voir quand même, c'est que dans toutes les régions, actuellement, on voit bien que dans beaucoup de projets, la prise en compte des partenaires, l'intégration des partenaires dans la phase de co-conception du projet, elle est de plus en plus acquise, je dirais. Bon, certains chercheurs n'ont pas l'habitude, mais cette dynamique, elle est enclenchée et on voit que, voilà, que cette dimension-là, elle est déjà intégrée. Donc, il faut aller plus loin par rapport au programme précédent. Mais comme disait Fred, voilà, c'est en marche, quoi. Non, mais il y a un savoir-faire partenarial redoutable qui s'est développé avec les programmes PSDR. Mais la question, c'est d'introduire des modifications, des changements. Et ça concerne aussi bien les chercheurs que les partenaires. Hein. Oui, tout à fait. Là aussi, le point que ça doit être au centre de la discussion dans la formation des projets, enfin, la conception des projets. Parce qu'au niveau des programmes PSDR, on était malgré tout dans des démarches un peu traditionnelles en termes de valorisation. De diffusion des connaissances, pour reprendre le langage de tout à l'heure. Tu voulais reprendre la parole? C'est juste pour situer ça, pour situer notre débat dans un contexte qui est un autre contexte, hein, la communauté des Living Lab francophones dont je fais partie, qui sont entre guillemets des groupes de profanes, notamment franco-québécois, qui essayent de capitaliser de la méthodologie. Ça renvoie à ce que vous disiez, où est le commun? Il y a un commun supra-institution ou supra-projet qui est le commun des praticiens qui en font pas une propriété support de leur marché ou de leur pratique, mais quelque chose qui aujourd'hui ne trouve pas de support, entre guillemets, de mise en critique ou de vulgarisation, les deux. Fort de ce contexte-là, aujourd'hui, dans cette communauté se pose la question de l'évaluation, et elle mobilise, notamment au Québec, des scientifiques sur la question de la recherche en cours de projet, de l'évaluation en cours de projet, de l'évaluation itinérée. Il s'avère que moi, j'ai participé à des travaux du corps des ponts et chaussées dans les années 90, autour de l'expérimentation nationale, et que ce procédé-là, il existait déjà dans les pratiques de l'État à cet égard. Donc, ce que vous disiez sur l'innovation ouverte est une façon de refonder ou de réutiliser des approches ou des pratiques déjà existantes, on peut la retrouver là. Mais en tout cas, je pense que pour Tétraé, ça ouvre une perspective, qui est le paradoxe dans lequel je me situe, moi, en tant que praticien, dans la collaboration avec PSDR historiquement, puisque j'ai eu la chance de me trouver en situation d'évaluateur dans PSDR, dans des contextes où des communautés PSDR souhaitaient une évaluation non scientifique. On s'est aperçu, notamment dans les travaux avec Soulard, qu'en fait, on a un processus dynamique qui fait que dans la durée du projet, et aujourd'hui ils sont plus longs, on a 3 choses qui varient. D'une part, la définition même du projet, voire sa finalité. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on avait appelé le déplacement dans la nature même de l'objectif du projet. Donc, si vous dites un projet de Living Lab se définit par sa finalité, comme tout projet, y compris de développement territorial, on s'aperçoit que dans le temps, ça évolue au regard de facteurs divers. En parallèle de ça, ce que vous avez évoqué autour de la dimension des communautés de pratique et du savoir-faire des partenariats, il y a forcément l'animation d'une communauté d'acteurs et ça transforme les acteurs. Donc, il y a quelque chose qui change là aussi.
Et troisième dimension, le procédé, c'est-à-dire la fameuse modalité dont on a convenu tout à l'heure, qu'elle était consubstantielle du projet, elle aussi, elle varie, du fait du changement des deux précédents notamment. Et donc, l'hypothèse qui est retenue, c'est qu'à l'échelle d'un projet, à l'échelle du projet, avoir éventuellement des jalons et une communauté et différencier ce que serait l'évaluation ex post par rapport à la cible, l'évaluation ex post par rapport à des ambitions scientifiques et l'évaluation in itinéré qui aurait une dimension performantielle par rapport au projet, c'est quelque chose qui serait très intéressant de structurer. De ce fait-là, entre guillemets, par rapport à ce que vous disiez, production de connaissances, cette évaluation intermédiaire, c'est de la production de connaissances mise à disposition des participants. Et ce qui peut être très intéressant à observer, c'est la façon dont ils s'en emparent, in itinéré. Vous voyez, j'ai l'impression que là, on est dans l'essence de ce qu'est l'innovation ouverte. Ça rejoint d'ailleurs le contenu de l'exposé de Pierre-Benoît Joly sur la méthode d'analyse d'impact au chemin faisant au fil des différentes étapes du projet. Alain, tu veux réagir à ça? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est un peu cette proposition, déjà, c'est intéressant, hein, de grille de... Moi, je pense que le futur conseil scientifique devrait discuter de ces points. C'est une espèce de débauche de grille, finalement. Parce qu'on voit bien que les différents points, là, je prends... il y a déjà une évolution par rapport à la cible. Ça a toujours été une question dans l'évaluation des programmes. Parce que d'un certain côté, on dit moi, ils ont changé. C'est plus le même objectif, etc. Bon, ça peut arriver, mais quand même, bon, ça change tout. Là, on voit bien que le déplacement, il est inhérent. Il est inhérent à la dynamique du projet. Donc, on n'a pas forcément la même évaluation de ce déplacement. Je dis ça parce que moi, j'ai soutenu dans l'évaluation du programme scientifique un projet où le rapport final, le porteur du projet avait complètement... ils avaient assumé les objectifs du programme final, mais enfin, dans le rapport final, il a centré, en fait, tout sur les nouveaux problèmes qui se posaient à son avis, quoi. Et bon, on a eu moi, j'ai bien aimé ce projet, enfin, le rapport. Je pensais qu'il annonçait déjà les questions qui étaient travaillées, en fait. D'autres membres du conseil qui ont dit, ouais, mais là, il nous entourloupe un peu, puisque finalement, il ne parle pas de l'accomplissement du projet initial, etc. Donc, ça, c'est une vraie question, quoi. Sur effectivement le deuxième point, les comités de pratique et la nécessité de transférer, d'échanger sur les pratiques, ce qu'on découvre en fait, au fur et à mesure qu'on développe ces projets. Je pense que là, il faut effectivement des méthodes, des procédés de transversalité qui permettent de faire jouer positivement l'hétérogénéité, qui seraient des points de repérage. Peut-être que les groupes transversaux auront plus d'importance dans TETRAE qu'ils ne l'avaient dans PSDR, à mon avis, de ce point de vue-là, quoi. Parce qu'on ne peut progresser qu'en affrontant la question de l'hétérogénéité. Et puis, sur le troisième point, les modalités elles-mêmes varient, oui, ça c'est... Et comment s'articule finalité-modalité? C'est une bonne question. Est-ce que malgré tout, on ne pourrait pas avoir, à la fin du programme, une espèce de typologie, des modes d'articulation entre finalité et modalité qui ferait qu'on ne serait pas dans l'empirisme le plus total, quoi. Enfin, qu'il pourrait y avoir des guides généraux qui encadrent l'hétérogénéité, quoi. Ne serait-ce qu'à partir des projets pour lesquels il y a eu effectivement une articulation entre finalité et modalité et ça a produit quelque chose. Bien, merci pour ces pistes qui vont bien nous aider à la fois sur
qui donne des éléments sur les modalités d'évaluation des projets, à la fois ex ante et ex post, et puis qui vont fixer un peu une feuille de route aussi pour le conseil scientifique. Est-ce qu'il y a encore des souhaits de prise de parole? N'hésitez pas à lever la main, pas très nombreux. Vous me sentez là? Bon, bah, écoutez, merci à tous. Merci Alain surtout, parce que je pense que cette présentation va beaucoup nous aider. On va la mettre en ligne donc, assez rapidement, comme le mentionnait Daniel, et elle sera une forme de repère aussi pour les projets de construction et la manière dont on va pouvoir piloter les projets au fil de la programmation TETRAE. Et donc, je pense que ça a de jalons très utiles et des rappels aussi conceptuels qui sont utiles. Merci à tous pour votre participation. Et donc, rendez-vous avec Michel, que je vois réapparaître. Michel, pour le troisième webinaire, donc, qui aura lieu, ne vous trompez pas, le 18 octobre. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.